Merci, docteur Bakache, et je remercie aussi la fédération donc, pour me laisser l'opportunité de pouvoir présenter donc, le sujet de l'agitation et comment surtout agir en amont. Alors, avant toute chose, je voulais quand même vous parler d'une histoire clinique, donc, puisque je suis encore interne pour un mois. Et donc, une histoire clinique qui m'est arrivée donc, aux urgences d'un centre hospitalier où je devais prendre une garde. Et finalement, en passant dans un couloir, j'entends un patient crier, box fermée, détachez-moi, détachez-moi, et je vous passerai les insultes qui vont avec. Je vois le collègue du jour qui me dit concrètement, bah, j'ai pas eu le temps de le voir parce qu'on a eu beaucoup d'activités. Et qu'est-ce que je me suis posé comme question à ce moment-là? Eh ben, bah tiens, je vais avoir du boulot, forcément, déjà directement, de base. Il y aura sans doute des soins sans consentement qui s'annoncent, super. Il doit être psychotique, c'est sûr, certain. Et ça va me prendre du temps. Finalement, alors que finalement, le patient est venu de lui-même pour des attaques de panique venant, enfin, qui augmentent en fréquence, avec apparition d'idées suicidaires ces derniers jours, et c'est pour ça qu'il était venu en demande d'hospitalisation. Il est arrivé en début d'après-midi, en effet, les urgences étaient bondées, tant sur le plan somatique que sur le plan psychiatrique. Et bah, ce patient, en fait, il a eu une crise, pendant l'après-midi, il a eu une crise d'angoisse. Il avait voulu fumer, sauf que dans les urgences, quand on sort, c'est considéré comme une fugue, on ne peut pas sortir des urgences. Qu'à cela ne tienne, je vais quand même aller fumer. On envoie les externes ou la sécurité en fonction, et ce patient se retrouve contenu. Voilà un peu pour vous dire ce qui peut se passer, et puisque c'est dans, enfin j'ai fait 4 ans d'internat, je vous dirai pas quand exactement c'est passé, mais c'est dans les 4 ans. Ça peut arriver aux urgences. Et aussi mon questionnement, bah, sans doute des soins sans consentement, bah non, il est hospitalisé en soins libres. Il doit être psychotique, bah non, anxiété prédominante. Ça me prend du temps, bah 20-30 minutes, puisque le patient, après avoir été fumé tranquillement, après des contenus, m'a expliqué clairement la situation. Et j'ai laissé quand même que j'avais du boulot, puisque j'ai quand même eu du boulot après. Voilà donc pour cette petite histoire. L'agitation en quelques mots, bon, c'est un état qui est caractérisé donc par une détresse extrême du patient, associée donc à un sentiment envahissant de peur ou d'anxiété, une activité motrice ou verbale excessive avec un faible contrôle des impulsions. Je pense qu'on a tous été amenés des fois à avoir un patient agité. Une altération du jugement associée donc à de l'irritabilité pouvant aller jusqu'à de l'agressivité. C'est un diagnostic, c'est un syndrome en tout cas qui est transnosographique, et je reviendrai là-dessus après, pouvant être néfaste donc pour le patient lui-même, pour son entourage, et avec tout ce qui peut engendrer aussi derrière une altération potentielle de la relation médecin-malade, avec notamment une possible contention du patient. Si on regarde un peu l'Observatoire national des violences et de l'agitation, on peut remarquer que les cas d'agitation retrouvent majoritairement en psychiatrie et aux urgences. Alors, l'agitation, est une question de psychiatrie. C'est justement le travail de ma thèse que je n'ai pas encore soutenu, mais donc vous allez avoir la primeur aujourd'hui. J'ai travaillé sur les étiologies de l'agitation, de voir finalement quel diagnostic est associé à l'agitation à la sortie des urgences. Donc j'ai pris les urgences du CHU de Lille en 2017, et donc le résultat principal, voilà, ça veut se lancer. Donc j'ai scindé en moins 65 ans et 65 ans et plus. Chez les moins 65 ans, les causes principales d'agitation retrouvées sont la dictologie, avec l'alcool en tête, la psychiatrie, alors deux types vraiment d'agitation prédominantes en psychiatrie, l'agitation anxieuse et l'agitation psychotique, et aussi la neurologie, neurochir, donc avec tout ce qui est trauma crânien, aussi les déficits post-critiques en fait d'épilepsie, où on peut retrouver un état d'agitation en déficit post-cryptique. Et chez 65 ans et plus, alors là, pas trop, je pense, de surprise, puisque la confusion arrive en premier lieu à plus de 66%. Et la neurologie, neurochirurgie qui se balade aussi à ce niveau-là. Voilà donc pour ma thèse. Et finalement, on m'a dit, lors de cette présentation, d'être assez pratico-pratique pour vous. Et donc, peut-on agir en amont? Alors là, je vous entends dire impossible. Oui, mais c'est imprévisible, on n'a pas les moyens. Je suis pas là pour attacher patient, je suis pas là non plus. C'est toujours pour nous les infirmiers. On voit les médecins ne font rien. C'est uniquement, on va se calmer. D'accord? On se calme et on reprend les choses calmement. Alors, tout d'abord, je pense que l'accueil du patient. Alors là, je pars vraiment dans toute structure. Alors désolé si je pars un peu sur les structures psychiatriques, ça c'est des formations professionnelles, mais ça concerne vraiment toutes les structures. Je pense que dès l'accueil du patient ou du résident,
il faut savoir prendre le temps, puisque le temps, l'accueil en hospitalisation, par exemple, est un temps pouvant être source d'angoisse pour le patient. S'assurer aussi de la prise en charge de l'entourage. C'est sûr que si si une personne est hospitalisée et que son petit chien, on va l'appeler Kiki par exemple, Kiki le petit chien, est tout seul à la maison et que le patient s'inquiète de la nourriture de Kiki le petit chien, ça peut être une source d'angoisse aussi pour ce patient. Ou cette patiente, enfin Kiki le petit chien, peut-être dire une patiente. Pardon, désolé. L'informer aussi des modalités de son hospitalisation, puisque c'est vrai que pour un patient qui n'est pas connu, qui ne connaît pas la psychiatrie, l'informer de ses modalités, c'est quand même une chose importante. Favoriser son adaptation à l'hospitalisation, et là je pense notamment à mon patient du centre hospitalier, enfin des urgences, un patient qui ne pourra pas fumer, et étant fumeur aussi, je le conçois parfaitement, un patient qui ne peut pas fumer librement, peut-être proposer un substitut nicotinique, enfin un patch, Nicorette, quelque chose comme ça, serait une première bonne chose pour ce patient. Ne pas se contenter bien sûr de fournir le livret d'accueil en disant avec ces gros papiers de dire voilà, lisez et vous aurez toutes les informations. Je pense que, enfin après ce sont des choses, je pense que j'enfonce aussi des portes ouvertes, je reformalise, mais je suis certain que vous le faites déjà très bien. Aborder aussi la question de la violence, ça c'est selon les recommandations de la HAS, puisque la HAS a sorti des recommandations en 2016, et qui évoque en fait d'aborder la question de la violence. Alors pourquoi pas commencer simplement par s'il a déjà eu des actes violents, si c'est un patient par exemple qui est connu de nos services, ou encore une fois, enfin s'il a été même lui-même victime d'actes violents, pour pouvoir aborder plus simplement aussi si lui peut être potentiellement violent ou à risque de s'agiter. L'HAS là-dessus, pour les violences, donc l'évaluation recommande d'évaluer systématiquement 3 facteurs de risque. Les antécédents personnels de violence, d'agitation. Alors l'HAS parle de troubles mentaux sévères, c'est-à-dire de troubles de l'humeur ou troubles psychotiques, ou consommation de drogue ou d'alcool ou potentiel syndrome de sevrage. Si l'un de ces 3 facteurs de risque est présent, une évaluation plus approfondie du risque peut être envisagée avec, alors désolé pour cette slide qui est très petite, je me rends compte, où en fait il y a 4 grands thèmes, 4 grands thèmes sur les facteurs. Donc les facteurs statiques, les antécédents de violence, personnalité impulsive, personnalité antisociale. Les facteurs dynamiques, une introspection qui est difficile, un symptôme actif de maladie mentale, une mauvaise alliance thérapeutique aussi possible avec l'équipe. Des éléments déclencheurs, la visite, forcément, si vous avez encore une fois un patient en instance de divorce et que l'ex-femme va passer, ou l'ex-mari, hein, bien entendu, je ne suis pas sexiste, loin de là. Ça peut être un élément déclencheur d'agitation, de source d'angoisse, encore une fois, et des signaux d'alerte, et ça on en reviendra juste après. Aussi, évaluer les facteurs protecteurs, c'est-à-dire un contrôle émotionnel ou des personnes ressources d'entourage qui peuvent permettre aux patients de ne pas s'agiter. Et ça, c'est important de le savoir pour, en cas d'agitation, finalement, faire appel à ces personnes ressources si nécessaire. Et les stratégies de retour au calme que le patient pourrait identifier, c'est aussi important de le savoir pour pouvoir s'en servir en cas, encore une fois, d'agitation. Excusez-moi, j'appuie sur le bouton, voilà. Maintenant, je vais vous proposer une modélisation de la crise d'agitation assez simplifiée, donc c'est-à-dire voilà, sur ce graphique violence-temps, donc ou agitation-temps. Nous avons cette courbe, par exemple, donc, de montée, et donc plusieurs stratégies, encore une fois, que l'HAS recommande pour éviter que la courbe ne monte de trop. La première des stratégies, c'est le désamorçage, ou, comme nos amis québécois l'appellent, la pacification, notamment avec le programme Omega. Donc le désamorçage, c'est donc simplement de rétablir le lien avec le patient et d'éviter l'escalade de la violence. Si je vous prends un exemple, donc pouvoir identifier, anticiper sur le plan clinique donc les signes d'appel, donc réticence, impulsivité, et je vous laisse lire la suite, ainsi que les circonstances déclenchantes. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que je vous prends un exemple d'un patient, d'un résident en train de fumer dans sa chambre. On sait bien que c'est pas bien. Je suis beaucoup sur le tabac, je pense qu'après j'aurai besoin de fumer. Mais un patient qui fume dans sa chambre, on sait tous très bien que c'est pas bien, c'est nul. Au lieu de se dire finalement, il faut pas que tu fumes, enfin, faut pas que vous fumiez dans votre chambre, le vouvoiement est important. Peut-être se centrer sur, vous m'avez l'air quand même stressé, vous m'avez l'air angoissé. Plutôt se centrer sur les émotions, sur les besoins du patient, et certes, à un moment donné, on arrivera à faire qu'il ne fume pas dans sa chambre. Mais vraiment de se centrer sur le ressenti, le vécu actuel du patient, essayer d'identifier ce qui se passe en ce moment et de ne pas être tout de suite dans le recadrage.
Donc voilà, quelques exemples. Aussi, pareil, pour éviter des petites tensions, c'est de vraiment toujours répondre aux sollicitations des patients, des résidents, même en disant, bah, écoute, là, écoutez, je suis un peu occupé, mais je vous réponds après. Ça, c'est aussi prendre en compte la demande du patient ou du résident. Prête attention aux conflits entre patients, mais c'est encore, on le fait très bien. On sait très bien pour avoir fait des transmissions entre infirmiers qu'on dit, oh là, ça a l'air de, entre lui et elle, ça n'a pas l'air top niveau en ce moment. Rester cohérent dans l'équipe. Bah oui, mais l'infirmier m'avait dit que je pouvais. Mais non, mais moi, enfin, il faut avoir une certaine cohérence d'équipe. Le désamorçage, c'est aussi pouvoir proposer un moment, quand les moyens le permettent, bien entendu, mais au maximum, qu'un membre de l'équipe puisse se détacher quand il voit une personne qui est en souffrance et qui a potentiel risque de monter en agitation, de prendre un temps dans un endroit calme, bien sûr visible aussi, parce que si c'est en train de monter, il ne faut pas laisser le collègue tout seul, pour proposer un entretien. Donc pour ouvrir un espace de parole, limiter l'impact avec les autres, limiter aussi l'impact de cette agitation aux autres résidents patients, cerner avec le patient encore une fois voilà, les besoins, les demandes, mais aussi ses difficultés à les exprimer, et permettre aussi aux patients de retrouver les ressources pour surmonter cette agitation. Donc une posture qui est adaptée, c'est vraiment être près de la porte de sortie. Ça, c'est un truc qu'on a déjà toujours appris, même si voilà, des fois les configurations des locaux sont pas forcément top, mais être près de la porte de sortie, parce que s'il y a une montée telle d'agitation, il vaut mieux quand même sortir, ne pas rester enfermé. Donner du temps aux résidents et aux patients, maîtriser ses émotions, ne pas être dans l'escalade, verbale, c'est-à-dire, enfin, s'il est en train de s'énerver, ça sert à rien de hausser le ton plus. Vous ne ferez que monter encore le patient jusqu'à un moment donné où on va arriver après derrière. Faire attention donc à ces gestes. Des gestes brusques ne sont pas recommandés. Vaut mieux rester calme, posé. Favoriser l'empathie, le respect et surtout des mots simples et des phrases courtes, puisqu'un patient en état de tension, d'agitation, finalement, quand on reprend les choses après, quand il redescend, quand il y a vraiment une crise d'agitation, si je peux appeler ça comme ça, ne retient, la littérature dit entre 7 et 10% de ce que vous dites. Donc soyez clair, concis, ce sera beaucoup plus simple. Voilà un peu pour désamorçage, pacification. Il y a aussi les requêtes, parce qu'on est quand même soignant et que un cadre, ça se tient, et que des fois les cadres de santé aussi sont là pour ça. Faire un rappel au cadre thérapeutique réglementaire, tout en respectant le patient. Si je reprends l'exemple du patient en train de fumer dans sa chambre, après avoir fait quand même une tentative de désamorçage, de lui recadrer en disant « Vous savez très bien que c'est interdit de fumer dans votre chambre. Cependant, je vois que vous êtes stressé, par exemple. Je vous propose de continuer votre cigarette tranquillement dans le jardin qui est justement ouvert et qui est même pas à 10 mètres de votre chambre. » Ça, c'est vraiment faire un rappel. Ne pas promettre bien sûr l'impossible, un rappel des limites. Encore une fois, j'enfonce des portes ouvertes, je sais très bien que vous le faites tous très bien. Cependant, faire en sorte que le patient et résident ait des alternatives possibles, ne pas forcément lui ordonner des choses, mais qu'il ait l'impression d'avoir cette alternative. Ça permet de prévenir l'agitation. Il y a aussi la stratégie de repli à un moment donné. Donc pendant cette montée en tension, si vous voyez que ça monte, il y a la stratégie de repli qui est aussi préconisée. C'est-à-dire que si vous vous retrouvez seul avec un patient, de pouvoir se replier pour pouvoir informer les collègues, pour pouvoir aussi envisager, de prendre un temps pour envisager. C'est pas parce qu'il y a une agitation qu'on doit se précipiter. C'est-à-dire qu'on peut très bien aussi prendre un temps pour revoir les collègues, dire là je le sens vraiment pas, ça va être compliqué, d'essayer d'élaborer un plan pour la suite pour que ça se passe au mieux. Un exemple de stratégie de repli qui me revient en tête, c'est un patient qui était délirant, qui voulait absolument voir Barack Obama tout de suite maintenant et qui voulait sortir, qui était en soins sans consentement, qui voulait voir Barack Obama. L'infirmier se retrouve seul avec ce patient, donc le patient dit je veux voir Barack Obama, j'ai des plans à lui soumettre. Et l'infirmier a utilisé une technique plutôt de déstabilisation du patient, dans le sens où il a dit oui, mais vous allez voir Barack Obama en bus ou à pied? Et là, le patient s'est retrouvé à dire. Et là, l'infirmier dit je pense que je vais avoir les horaires de bus au bureau infirmier. Si vous voulez, je vais aller voir un peu je vais aller voir les horaires de bus. Et l'infirmier a pu sortir et ainsi avertir les collègues que le patient est en train d'avoir une recrudescence de ses symptomatologies psychotiques. Et voilà, quand tout ça ne marche pas, on doit malheureusement parfois quand même arriver à l'intervention physique, c'est-à-dire la contention, l'isolement.
Ça doit être vraiment le dernier recours, encore une fois, donc c'est-à-dire le moins utilisé possible. Des fois, ça arrive. Préparer, si possible, et le maximum possible en amont, avec un personnel suffisant, donc l'appel de renfort, le fameux PTI, donc le personnel, le dispositif de travailleurs isolés. Avec, j'insiste sur la notion de leader, c'est-à-dire que si vous appelez du renfort, il faut quand même qu'il y ait quelqu'un, un leadership qui se dégage, c'est-à-dire que quelqu'un puisse coordonner toute cette intervention. Si vous avez un service de sécurité, bien sûr, prévenir le service de sécurité. Pareil, chambre libre préparée en amont. Voilà, ça c'est par exemple sur le temps de repli, de pouvoir préparer tous ces détails, entre guillemets, mais si important, technique de, voilà, si on amène quelqu'un à devoir être contenu, qu'on se dise, ah bah, on n'a pas mis les liens, ah bah attends, je crois qu'ils sont deuxième, ah oui, mais on est au rez-de-chaussée, oui d'accord, très bien. Non, faut qu'on prépare ça justement sur le temps de repli, que du personnel puisse se préparer à ça. Et bien sûr aussi circonscrire l'espace au maximum pour pas que le patient agité puisse avoir un impact aussi, puisque c'est quand même, ça peut être des fois assez violent, sur les autres patients. Respecter bien entendu aussi la dignité et l'autonomie du patient, et c'est encore une fois, je renfonce des portes ouvertes. Et surtout, parce que là c'est pareil dans ma thèse, ne pas oublier l'anxiolyse si contention. Toute contention amène à une anxiolyse. Là, j'ai pas sorti le graphique, mais 31% des contentions sont sans anxiolyse, que ce soit aux urgences ou en psychiatrie. Ne pas oublier l'anxiolyse, ça c'est important. Si vous n'êtes pas convaincu, je peux très bien vous attacher pendant 15 minutes et vous verrez que vous aurez besoin d'une anxiolyse. Et enfin, le dernier point que je voudrais développer avec vous, c'est la redescente de l'agitation. C'est-à-dire que c'est pas hop, on s'est terminé, merci bien, au revoir. Il y a tout ce qu'on appelle les démarches post-interventionnelles qui arrivent. Les démarches post-interventionnelles, c'est-à-dire pouvoir reprendre de 1 avec le patient ce qui s'est passé, puisqu'encore une fois, le patient, le résident, dans cette crise, ne retient que très peu. Moi, ça m'est arrivé de reprendre une chose avec des patients par rapport à l'agitation, et le patient ne se souvenait plus qu'il m'avait vu juste avant, en pleine crise d'agitation. Il se souvenait plus. C'est vous, docteur, que j'ai vu? Bah oui, c'était moi, tout du long. Enfin, j'ai passé 2 heures avec vous, mais il ne se souvenait plus du tout. C'est-à-dire vraiment, ils sont dans une espèce, excusez-moi du terme, je ne sais pas si c'est le bon terme, dans une espèce de dissociation dans cette crise, qui n'ont plus vraiment tous les souvenirs, tous ces souvenirs. Et aussi de reprendre un temps, enfin, avec l'équipe, puisque faut pas oublier que dans des équipes, vous pouvez très bien avoir, et là je repense à l'expérience personnelle, des étudiants avec vous aussi qui n'ont jamais eu affaire à ça, ou même du personnel qualifié, mais pour qui ça peut être compliqué par moment, de pouvoir reprendre, de pouvoir permettre aux équipes de verbaliser ce qui a pu se passer, de pouvoir aussi un peu plus à froid lors de démarches post-interventionnelles comme peuvent être, je pense, le RMM, enfin la revue de morbimortalité, c'est-à-dire de pouvoir faire les analyses, de pouvoir voir ce qui fonctionne, enfin ce qui a fonctionné et ce qui a échoué, pourquoi on en est arrivé, par exemple, à la contention. Et quelques références bibliographiques sur lesquelles je me suis appuyé. Je me suis rendu compte que j'ai même pas mis ma propre thèse, mais j'attendrai de la soutenir pour la mettre. Mais voilà. Et je vous remercie.